Pendant des années, l'adjudant Lefebvre et ses hommes avaient fait de la loi une arme. Leur patrouille ne servait pas à protéger, mais à dominer, se moquant, humiliant et chassant quiconque ne correspondait pas à leur vision de ce qui devait être. Mais lorsqu'ils se sont moqués et ont brutalisé un propriétaire d'origine maghrébine, un peu trop costaud à leur goût, devant sa femme et sa fille, ils ont choisi le mauvais homme. Ce qu'ils ne pouvaient pas voir, ce qu'ils n'avaient jamais imaginé, c'est que Julien Dubois était un ancien commandant du GIGN. Forgé par le combat et doté d'un esprit inflexible. Leur ricanement s'éteignit sur leurs lèvres lorsque la réalité les frappa. Ils avaient provoqué un soldat entraîné pour la guerre. Et la guerre était exactement ce qu'ils allaient obtenir. Avant d'aller plus loin, commentez d'où dans le monde vous regardez et assurez-vous de vous abonner. Car l'histoire de demain est une histoire que vous ne voudrez pas manquer. Julien Dubois gara son SUV dans l'allée incurvée de leur nouvelle bastide provençale de 2 étages. Le soleil de fin d'après-midi réchauffait la pierre ocre de la façade. Le coffre de la voiture était rempli de sacs de courses de leur premier grand shopping en tant que propriétaire. Il ne put s'empêcher de sourire en regardant Chloé bondir pratiquement sur la banquette arrière. Son excitation contagieuse. « Je peux vraiment peindre ma chambre de la couleur que je veux ?» demanda Chloé pour la 3e fois de la journée. Ses yeux sombres pétillants de possibilités. Sophie se tourna sur le siège passager, son sourire chaleureux illuminant son visage. Dans la mesure du raisonnable. Ma chérie, peut-être pas vert fluo. Oh, maman, bouda Chloé, mais elle ne put cacher son sourire. Julien sortit de la voiture, sa carrure imposante projetant une longue ombre sur la pelouse entretenue. L'air semblait différent ici, à la campagne, plus pur, plus calme que leur ancien appartement en banlieue parisienne. Mais quelque chose d'autre flottait dans cet air aussi. Quelque chose qui fit se hérisser les poils de sa nuque. Des années d'entraînement militaire lui avaient appris à faire confiance à ses instincts. De l'autre côté de la rue, un couple de retraités qui jardinaient devint soudainement très intéressé par leur parterre de fleurs. Un vieil homme promenant son chien traversa de l'autre côté de la rue. Son rythme s'accélérant, 2 mères de famille poussant des poussettes se chuchotèrent quelque chose, leurs yeux se posant sur les Dubois avant de presser le pas. Sophie l'avait remarqué aussi, elle remarquait toujours tout. « Julien, » dit-elle doucement, cherchant sa main, « nous avons notre place ici. » dit-il fermement, serrant ses doigts. Il sortit l'acte de propriété de la poche de sa veste. Le papier encore impeccable et officiel. C'est notre maison maintenant. Ils commencèrent à décharger les courses. Le bruissement des sacs en plastique rythmant leurs allers-retours entre la voiture et la porte d'entrée. Chloé insista pour porter les sacs les plus légers. Déterminée à aider. Imagine, dit Sophie, équilibrant 3 sacs sur un bras tout en cherchant ses clés. Fini de partager ta chambre avec toutes tes peluches. Ma puce, je vais me faire un coin lecture. Déclara Chloé, avec des coussins et des guirlandes lumineuses et tout. Julien regardait l'enthousiasme de sa fille. La poitrine serrée de fierté et de détermination. C'était pour cela qu'il avait travaillé si dur. Économiser chaque centime. Lutter contre la paperasse supplémentaire et les dossiers perdus. Sa famille méritait cela, une maison à eux. Un quartier sûr, de bonnes écoles. L'acte de propriété semblait lourd dans sa poche. Il l'avait lu une 12aine de fois. Vérifiant et revérifiant chaque détail. La propriété était à eux. En bonne et due forme. Peu importait le nombre de voisins qui prétendaient ne pas les voir. « Tu as vu Madame Fournier, la voisine ?» chuchota Sophie alors qu'il déballait les courses dans la cuisine. Elle arrosait ses plantes quand nous sommes arrivés. Dès qu'elle nous a vus, elle est rentrée et a fermé tous ses rideaux. Julien posa une main protectrice sur son épaule. « Laisse-leur le temps, ils s'habitueront à nous. »« Papa » appela Chloé depuis le salon. « On pourra avoir une balançoire dans le jardin ? Jenny à l'école en a une avec un toboggan et tout. On verra. »« Princesse » répondit-il, la regardant explorer la pièce vide. Testant quelle latte de plancher craquait. Sa joie valait bien tous les regards suspicieux. Sophie alignait les boîtes de céréales dans le garde-manger. Ses mouvements précis mais tendus. « Je veux juste qu'elle soit heureuse ici. Qu'elle se sente la bienvenue. Elle le sera. » L'assura Julien, bien que son esprit tactique cartographiait déjà les issues de secours. Les points faibles de la sécurité. Les menaces potentielles. Les vieilles habitudes avaient la vie dure. Nous le serons tous. Ils continuèrent à déballer, leur voix résonnant dans les pièces vides. Chloé courait dans les escaliers, réclamant différents endroits pour ses jouets et ses livres. La maison commençait lentement à leur ressembler davantage à chaque objet qu'ils rangeaient. « Tu te souviens de notre premier appartement ?» demanda Sophie, enroulant ses bras autour de la taille de Julien. Ce minuscule studio avec le plafond qui fuyait. Il eut un petit rire. Le son vibrant dans sa poitrine. Et le voisin qui jouait de l'accordéon à 3 heures du matin. « Regarde le chemin que nous avons parcouru. » dit-elle doucement. Julien sortit à nouveau l'acte de propriété, passant ses doigts sur leurs noms imprimés en encre noire. Sophie Dubois, Julien Dubois, propriétaire. Le rêve français rendu réel par une détermination pure et des années de sacrifice.
Je vais revoir ma chambre, annonça Chloé, montant les escaliers en courant. Je dois mesurer où ira ma bibliothèque. Ne cours pas dans la maison. Lui lança Sophie, mais elle souriait. Julien regarda sa fille disparaître à l'étage, puis se tourna vers sa femme. Merci d'avoir cru en ce projet. En moi. Toujours, répondit Sophie, tendant la main pour toucher sa joue. C'est notre maison maintenant. Personne ne peut nous enlever ça. Ils se tenaient ensemble dans leur nouvelle cuisine, entourés de courses à moitié déballées et d'une infinité de possibilités. La lumière de fin d'après-midi filtrait à travers les fenêtres, peignant des rectangles dorés sur le parquet. Pendant un instant, tout semblait parfait. Puis, des lumières rouges et bleues inondèrent soudainement la cuisine, dure et discordante avec la chaude lumière du soleil. Le crissement des pneus s'arrêtant brusquement dans leur allée brisa la paix. Plusieurs portières de voitures claquèrent en succession rapide. La main de Sophie trouva le bras de Julien, le serrant fort. Julien, son corps se tendit, ses instincts de combat prenant le dessus alors qu'il évaluait la situation. À travers les fenêtres, il pouvait voir au moins 3 véhicules de la gendarmerie, leurs gyrophares peignant le quartier d'un rouge et d'un azur alterné. Des gendarmes sortaient, les mains déjà sur leurs armes. Chloé, appela Sophie, la voix tendue par la peur. Descends ici, ma chérie, tout de suite. Leur fille apparut en haut des escaliers, les yeux écarquillés. Maman, papa, qu'est-ce qui se passe? Les lumières clignotantes continuaient de pulser, transformant leur maison de rêve en une discothèque cauchemardesque. Julien pouvait voir des voisins sortir de chez eux, observant la scène se dérouler avec un mélange de curiosité et de quelque chose qui ressemblait de manière troublante à de la satisfaction. À travers la fenêtre, Julien observa 6 gendarmes se déployer sur sa pelouse, les mains planant près de leurs armes. À leur tête se trouvait l'adjudant David Lefebvre, un homme grand aux yeux froids et aux tempes grisonnantes. Sa posture irradiait le mépris alors qu'il inspectait la maison. « Sortez de là !» La voix de Lefebvre résonna dans le jardin. « Vous tous, dehors, maintenant !» Julien sortit sur son perron. Sophie juste derrière lui, Chloé agrippant sa main. Les gyrophares peignaient leurs visages d'ombres alternées de rouge et de bleu. « C'est une propriété privée, » dit fermement Julien, sa voix portant à travers le jardin. « Je suis le propriétaire. » Le gendarme Morel laissa échapper un rire rauque. « Propriétaire? Regardez-moi ce type. Chef, bâti comme un immeuble, plutôt comme un entrepôt, » ajouta Petit en ricanant, tapotant son propre ventre plat. La lèvre de Lefebvre se retroussa alors qu'il toisait Julien de haut en bas. « Ce quartier est réservé, mon gars, votre genre n'a pas sa place ici. » Les mots frappèrent Julien comme un coup physique. Mais il garda son sang-froid. Les doigts de Sophie s'enfoncèrent dans son bras alors que des voisins se rassemblaient sur leur pelouse pour regarder. « J'ai l'acte de propriété ici même, » dit Julien en sortant le document. « Nous avons acheté cette maison légalement. Tout est en ordre. » Lefebvre arracha le papier, y jetant à peine un regard avant de le froisser dans son poing. « Ça, c'est de toute évidence un faux. Vous l'avez probablement imprimé à la bibliothèque. C'est ridicule. » intervint Sophie, sa voix d'enseignante acérée d'indignation. « Nous avons tous les droits d'être ici. » Morel s'approcha, lorgnant Sophie, plutôt arrogante pour une squatteuse. « N'est-ce pas, ma jolie? Laissez ma mère tranquille, » cria Chloé, bien que sa voix tremblât. Petit fit mine de regarder autour du jardin. Ces gens-là se déplacent en meute. Vous savez. Ça suffit, gronda Julien, son entraînement militaire luttant avec son besoin de rester calme. Ma famille vit ici maintenant. Vérifiez les registres si vous ne me croyez pas. Oh, on va vérifier quelque chose. C'est sûr, ricana Lefebvre. Morel, Petit, sécurisez les suspects. Ils sont en violation de propriété privée. Tout se passa en même temps. Morel attrapa Sophie, lui plaquant le visage contre le capot de la voiture de gendarmerie la plus proche. Petit bouscula brutalement Chloé, la faisant trébucher sur l'herbe. 2 autres gendarmes se précipitèrent sur Julien, enfonçant leurs genoux dans son dos alors qu'il le forçait au sol. Le béton érafla la joue de Julien alors qu'il lui écrasait le visage sur l'allée. Un gendarme appuya plus fort son genou sur la colonne vertébrale de Julien tandis qu'un autre lui tordait le bras derrière le dos avec une force inutile. « Arrêtez de résister !» cria Morel, bien que Julien n'ait pas bougé. « S'il vous plaît !» cria Sophie alors qu'il lui menottait les mains derrière le dos. « Notre fille regarde !» Lefebvre s'approcha de l'endroit où Julien était cloué au sol. « Pas si costaud maintenant, hein? Tu aurais dû connaître ta place. » Quelque chose se brisa en Julien. Des années d'entraînement au GIGN prirent le dessus. Il explosa vers le haut, projetant les gendarmes comme des poupées de chiffon. Son coude percuta la gorge de l'un, le faisant reculer en titubant. Cherchant de l'air, l'autre attrapa son taser, mais Julien fut plus rapide. Il saisit le poignet du gendarme, le tordant jusqu'à ce que les os craquent. Petit chargea, matraque levée. Julien para le coup facilement, arrachant l'arme et utilisant l'élan de Petit pour le projeter visage contre la voiture de gendarmerie. L'impact laissa une toile d'araignée de fissure sur le pare-brise. « Arme !» hurla Morel,
reculant en dégainant. Il a la matraque de Petit. 2 autres gendarmes levèrent leurs armes à feu, formant un demi-cercle autour de Julien. Lefebvre sortit sa propre arme, la pointant sur la poitrine de Julien. « Donne-moi une raison », gronda Lefebvre. « Juste une seule raison. » Sophie avait réussi à se libérer dans le chaos. Elle courut vers Chloé, enroulant ses bras autour de leur fille et la serrant contre elle. « Julien, s'il te plaît, pense à Chloé. » Du sang coulait sur le visage de Julien, là où il l'avait écrasé contre le béton. Sa poitrine se soulevait alors qu'il se tenait en position de combat. Entouré d'armes dégainées, le goût du cuivre remplit sa bouche, se mêlant à la rage amère qui menaçait de le submerger. « Vous voulez me tirer dessus ?» La voix de Julien était d'un calme mortel. « Devant ma femme et ma fille. » Devant tous ces témoins, des voisins avaient sorti leur téléphone maintenant, enregistrant tout. Lefebvre le remarqua aussi, ses yeux passant de la foule qui s'amassait à Julien. « Lâche la matraque », ordonna Lefebvre, resserrant sa prise sur son arme. À genoux, les mains derrière la tête. L'entraînement militaire de Julien lui hurlait de presser l'avantage. Il pouvait en désarmer au moins 2 avant qu'il ne puisse tirer. Mais le visage terrifié de Sophie et les sanglots silencieux de Chloé le ramenèrent du bord du gouffre. « Ce n'est pas fini », dit Julien, le sang de son menton dégoulinant sur sa chemise. « Oh, ça ne fait que commencer », promit Lefebvre, la voix épaisse de menace. La confrontation s'étira, tendue comme un fil de détente. Aucune des parties ne voulant reculer. Les lumières rouges et bleues continuaient de clignoter, projetant des ombres sauvages sur la scène de violence qui avait éclaté dans ce qui aurait dû être une rue de banlieue paisible. La tension explosa en chaos lorsque Morel se jeta en avant, le visage tordu de rage. Son poing frappa Sophie à la mâchoire avec un craquement écœurant, l'envoyant s'étaler contre les marches en bois du porche. Du sang coula de sa lèvre fendue alors qu'elle s'effondrait au sol. « Maman !» Le cri de Chloé perça l'air de la nuit. Un autre gendarme l'attrapa, ses gros doigts se refermant sur son petit bras. Le monde de Julien devint rouge. La retenue prudente à laquelle il s'était accroché vola en éclats. Son corps bougea avec une précision fluide, la mémoire musculaire de nombreuses missions prenant le relais. Morel eut à peine le temps d'enregistrer le flou du mouvement avant que le poing de Julien ne percute son sternum, lui coupant le souffle. La moustiquaire de la porte vola en éclats lorsque Julien projeta Morel à travers la tête la première. L'encadre métallique se tordit et se plia. Et le corps de Morel devint flasque alors qu'il s'écrasait sur le porche dans une pluie de toiles déchirées et de bois brisé. Petit chercha son étui, les yeux écarquillés de panique. Julien couvrit la distance en 2 pas, attrapant la main armée du gendarme et la tordant vers l'arrière. Le craquement sec de l'os brisé fendit le chaos, suivi du cri aigu de Petit. Son arme tomba inutilement au sol alors qu'il serrait son bras mutilé. Un autre gendarme chargea, matraque levée. Julien para le coup facilement, utilisant l'élan de l'homme pour le projeter visage contre la rampe du porche. Le bois se brisa sous l'impact, et le gendarme s'affaissa au sol, le sang coulant de son nez cassé. Il continuait d'arriver, et Julien continuait de bouger. Sa taille démentait sa vitesse. Chaque mouvement précis, chaque frappe dévastatrice. Un coude dans une gorge ici, un genou dans un rein là. Les corps tombaient autour de lui comme des feuilles d'automne. Le jardin se remplissant de gendarmes gémissant agrippant diverses parties cassées. Les rires et les insultes racistes s'étaient tus, remplacés par des grognements de douleur et des chuchotements choqués. Les voisins qui s'étaient rassemblés pour regarder se tenaient dans un silence stupéfait. Les téléphones toujours en train d'enregistrer alors que l'homme qu'ils avaient rejeté comme une simple cible démantelait systématiquement toute une brigade de gendarmerie. « Comment » haleta Morel depuis sa position sur le porche, le sang coulant de son nez et de sa lèvre fendue. « Tu n'es qu'un » il toussa, crachant du rouge sur les planches de bois. « Comment peux-tu bouger comme ça ?» Julien se tenait au centre du carnage, la poitrine haletante, ses jointures étaient fendues et saignaient, sa chemise déchirée à l'épaule. Mais ses yeux restaient vifs, concentrés, scannant la prochaine menace même si les gendarmes restants reculaient. « C'est impossible » gémit Petit, berçant son bras cassé. « Personne ne se bat comme ça. » Lefebvre s'était replié vers son véhicule, l'arme toujours dégainée, mais les mains visiblement tremblantes. Le mépris dans ses yeux avait été remplacé par autre chose. La peur. Julien plongea lentement la main dans sa poche arrière. Ses mouvements délibérés. Plusieurs gendarmes tressaillirent, s'attendant à une autre attaque. Au lieu de cela, il sortit son portefeuille et en retira une carte d'identité usée. « Vous vouliez savoir qui je suis ?» Sa voix porta à travers le jardin soudainement silencieux. Il leva la carte, laissant la lumière du porche attraper l'insigne distinctif. Commandant Julien Dubois, GIGN, retraité. Le silence qui suivit fut assourdissant. L'un des gendarmes, qui avait cherché son taser, laissa sa main retomber mollement sur le côté. Un autre fit un pas involontaire en arrière. GIGN, la voix de Morel se brisa alors qu'il essayait de se relever des restes éclatés de la moustiquaire. Impossible, murmura Lefebvre.
Mais le tremblement dans sa voix trahissait sa confiance qui s'effritait. L'homme qu'ils avaient rejeté comme une cible facile, moqué pour son origine, était l'un des soldats les plus hautement entraînés au monde. Julien se dirigea vers Sophie, l'aidant doucement à se relever. Elle s'appuya contre lui, touchant sa lèvre fendue avec des doigts tremblants. Chloé courut vers eux, enroulant ses bras autour de leur taille et enfouissant son visage contre la chemise de Julien. « Vous voulez toujours contester mes papiers ?» La voix de Julien était d'un calme mortel alors qu'il fixait Lefebvre. « Vous voulez toujours me dire que je n'ai pas ma place ici ?» Les gendarmes qui pouvaient encore tenir debout s'étaient repliés vers leur véhicule, laissant leurs collègues blessés éparpillés sur le jardin et le porche. Les voisins continuaient de filmer, leur téléphone capturant chaque instant de la révélation choquante. Morel essaya de ramper vers son arme tombée, mais ses bras cédèrent, et il s'effondra sur les planches du porche avec une toux humide. Petit s'était recroquevillé en position fétale, gémissant doucement en serrant son bras brisé. La voix de Lefebvre faiblit alors qu'il regardait ces hommes brisés. Puis de nouveau Julien. La carte d'identité du GIGN brillait toujours dans la lumière artificielle. Un témoignage accablant de leur erreur catastrophique. Ce n'est pas quoi? La question silencieuse de Julien portait plus de menace que n'importe quel cri. Ça ne se passe pas comme prévu? Ce n'est pas le résultat que vous attendiez quand vous avez décidé de terroriser ma famille? Sophie se serra plus près de lui, sa main trouvant la sienne. Le sang de sa lèvre fendue avait taché le col de sa chemise. Mais ses yeux brûlaient du même feu de défi que ceux de son mari. Chloé leva les yeux vers eux, son jeune visage strié de larmes. La lumière du porche projetait des ombres dures sur la scène, des corps brisés. Du bois éclaté, et au centre, une famille debout, intacte, l'insigne du GIGN attrapant la lumière comme une promesse de châtiment à venir. Le soleil du matin projetait de longues ombres sur l'allée alors que Julien chargeait des pots de peinture vides dans son camion. Le porche avant portait encore les cicatrices de la violence de la nuit dernière. Du bois éclaté, une moustiquaire déchirée et des taches sombres qui ne partiraient pas facilement. « Je reviens dans 1 heure », cria-t-il à Sophie, qui se tenait sur le pas de la porte avec une poche de glace pressée contre sa lèvre enflée. « Juste besoin de prendre du matériel pour réparer ce gâchis. » Chloé jeta un coup d'œil derrière la hanche de sa mère. « Je peux venir ?» Julien secoua doucement la tête. « Pas cette fois, ma puce. Reste avec ta maman. » Il ne dit pas ce qu'ils savaient tous. Il n'était pas prudent pour elle de sortir seule avec lui en ce moment. Le magasin de bricolage local était presque vide lorsque Julien arriva. Il sentait les yeux du caissier le suivre alors qu'il chargeait son chariot de planches de bois. De vis et d'une nouvelle moustiquaire. Les informations du matin passaient sur une petite télévision derrière le comptoir. Et Julien aperçut son propre visage à l'écran. « Ça fera 247 €, dit le caissier, la voix tendue d'une hostilité à peine dissimulée. Son badge indiquait « Dave ». Julien tendit sa carte de crédit. Dave la tint comme si elle pouvait le mordre. « Je vous ai vu aux infos », marmonna Dave, passant la carte avec une lenteur délibérée. « Ils disent que vous avez mis 6 gendarmes à l'hôpital. Ce n'est pas ce qui s'est passé. » Julien garda sa voix égale, bien que sa mâchoire se crispa. « Ouais, la vidéo montre autre chose. » Dave lui tendit le reçu. « On n'a pas besoin de vos problèmes par ici. » Julien voulait argumenter. Expliquer, mais il avait appris il y a longtemps que certains esprits ne pouvaient pas être changés. Il chargea le matériel dans son camion en silence, le dos droit malgré le poids des regards suspicieux des autres clients. La vue de 3 voitures de gendarmerie garées devant sa maison lui noua l'estomac. Sophie se tenait sur le porche, les bras croisés, tandis que 2 gendarmes en uniforme que Julien ne reconnaissait pas de la nuit dernière lui bloquaient le passage vers la porte. « Julien Dubois ?» Un homme en costume s'avança, brandissant un insigne. « Capitaine Bernard, Inspection générale de la gendarmerie nationale. Nous avons des papiers pour vous. » Julien se gara prudemment, ses mouvements mesurés alors qu'il sortait du camion. « Quel genre de papier ? Vous êtes accusé de 6 chefs d'accusation d'agression criminelle sur des agents de la force publique. De résistance à l'arrestation et de violation de propriété. » Le ton de Bernard était sec. « Professionnel. Nous avons des dépositions de témoins confirmant que vous avez attaqué des agents sans provocation lors d'une vérification de propriété de routine. » Sans provocation ? La voix de Sophie se brisa d'incrédulité. « Ils nous ont attaqués. Nous avons des preuves. Les voisins filmaient tout. » Le sourire de Bernard n'atteignit pas ses yeux. « Aucune vidéo n'a été soumise comme preuve. En fait, plusieurs témoins déclarent que vous avez été combatif dès le début, refusant les ordres légaux et initiant la violence. » Les mains de Julien se crispèrent en poing alors qu'il lisait les chefs d'accusation. Son dossier militaire, son service décoré, rien de tout cela n'avait d'importance. Ils avaient tout déformé, le peignant comme un criminel dangereux qui devait être arrêté. Les infos disent des choses horribles. « Papa !» Chloé apparut sur le pas de la porte, son téléphone serré dans la main.
Ils te traitent de voyou. Jenny à l'école a dit que sa mère lui avait dit que tu avais essayé de tuer ces gendarmes. Le cœur de Julien se serra à la douleur dans la voix de sa fille. Il ouvrit le navigateur de son téléphone. Et c'était là. Un ex-militaire violent agresse la gendarmerie lors d'un contrôle de routine. L'article le décrivait comme instable et dangereux. Remettant en question comme quelqu'un avec ses tendances violentes avait été autorisé à servir au GIGN. C'est de la folie, dit Sophie, venant se tenir à ses côtés. Il y avait au moins 10 voisins différents qui enregistraient. Il est impossible que toutes ces images aient simplement disparu. Je vous suggère de prendre un bon avocat, dit Bernard, se détournant déjà. Votre comparution est prévue pour la semaine prochaine. D'ici là, restez dans le département. Il s'arrêta, se retournant avec des yeux froids, et priez pour qu'aucun de ces gendarmes ne meure de ses blessures. Les voitures de gendarmerie s'éloignèrent, laissant Julien debout dans son allée, tenant des papiers qui pouvaient détruire tout ce qu'il avait construit. Le matériel du magasin de bricolage reposait intact dans son camion. Le Porsche cassé était maintenant le cadet de ses soucis. Tout au long de la journée, d'autres articles parurent. Chacun peignait un tableau plus sombre, suggérant que son service militaire l'avait laissé mentalement instable, remettant en question son droit de posséder la propriété, allant même jusqu'à insinuer une consommation de drogue basée sur des sources anonymes. Chloé rentra de l'école en larmes. Personne ne veut me parler, sanglota-t-elle dans l'épaule de Sophie. Ils disent que nous sommes des criminels, que nous avons volé cette maison. Julien regardait sa famille souffrir et se sentit impuissant pour la première fois depuis qu'il avait quitté le service. Il pouvait gérer les menaces physiques, mais c'était différent. Ils utilisaient le système lui-même contre lui, tordant la vérité jusqu'à ce que sa simple présence devienne un crime. Le téléphone sonna juste après minuit. Julien répondit, s'attendant à son avocat. Quittez la maison. La voix était déformée électroniquement. Sans émotion. Vous avez 24 heures. Après ça, on vous enterrera si profondément sous les charges que vos petits-enfants paieront encore les frais de justice. Et ça, c'est si vous survivez à ce qui arrive. Qui est à l'appareil ? Demanda Julien. Mais la ligne était déjà coupée. Il se tenait dans la cuisine sombre, le téléphone toujours à la main, écoutant la respiration silencieuse de sa famille à l'étage. La maison qu'il avait achetée pour leur sécurité était devenue un champ de bataille. Mais ce n'était pas un combat qu'il pouvait gagner avec les poings ou un entraînement tactique. Les charges dans sa main semblaient plus lourdes que n'importe quelle arme qu'il avait jamais portée. 6 chefs d'accusation, chacun capable de l'envoyer en prison pour des années. Et quelque part, quelqu'un orchestrait tout cela, effaçant les preuves et transformant la vérité en poison. Sophie arpentait la cuisine, son téléphone pressé contre son oreille. Oui, demain à 10 heures. C'est parfait, merci, maître Lambert. Elle termina l'appel et se tourna vers Julien, qui était assis à table, examinant la pile de charges. J'ai pris rendez-vous avec Hélène Lambert. C'est une avocate spécialisée dans les droits civils qui a gagné des affaires comme celle-ci auparavant. Julien ne leva pas les yeux. On ne peut pas se permettre une avocate de luxe. Sophie, elle prend notre cas pro bono. Sophie tira une chaise et s'assit à côté de lui. Julien, regarde-moi, nous avons besoin d'aide. Ces accusations, ils essaient de t'enterrer. Le lendemain matin, ils se rendirent en ville dans un modeste immeuble de bureaux. L'ascenseur grinça en les emmenant au 3e étage, où une simple porte indiquait « Cabinet Lambert. Défense des droits civils ». Hélène Lambert se leva à leur entrée, ses yeux vifs observant chaque détail. Elle était plus jeune que ce à quoi Julien s'attendait, mais elle se déplaçait avec l'assurance de quelqu'un qui avait mené de nombreuses batailles au tribunal. « Monsieur et Madame Dubois », fit-elle en désignant les chaises en face de son bureau. « J'ai examiné les charges préliminaires. Mais avant d'en discuter, il y a quelque chose que vous devez savoir sur votre propriété. » Elle sortit un vieux journal jauni de son tiroir. La date indiquait le 15 juin 1943. Votre maison se trouve sur ce qui était autrefois la propriété de la famille Lévy. Elle a été réquisitionnée après leur déportation, pendant ce que les journaux de l'époque ont appelé une « période de trouble », mais qui était en réalité une spoliation calculée et raciste. Julien se pencha en avant, étudiant la photo granuleuse en noir et blanc d'une maison au volet fermé. Je n'ai jamais entendu parler de ça, parce qu'ils l'ont enterré. La voix d'Hélène se durcit. 17 personnes d'une même famille ont été déportées cette nuit-là. Ils aidaient des résistants à se cacher. Des responsables locaux, y compris la gendarmerie de l'époque, étaient impliqués dans la dénonciation. Ensuite, ils se sont emparés des terres par le biais de ce qu'ils ont appelé le « renouvellement urbain ». La main de Sophie trouva celle de Julien. Et maintenant que ces terres valent des millions grâce à des projets de développement. Des projets dans lesquels certaines personnes ont lourdement investi. Hélène étala d'autres documents. Les mêmes familles qui ont aidé à couvrir le massacre détiennent toujours le pouvoir dans cette ville. Le capitaine actuel de la gendarmerie. Son grand-père était le maréchal des logis chef pendant la collaboration.
Julien sentit quelque chose de froid s'installer dans son ventre. Les accusations ne concernent pas du tout la nuit dernière. N'est-ce pas? Non, Hélène secoua la tête. Ils n'ont jamais eu l'intention de protéger la loi. Vous êtes une menace parce que vous possédez une terre qui détient leurs secrets. Une terre imprégnée de sang qu'ils préféreraient oublier. Elle sortit des documents plus récents. Regardez ces registres de propriété. Chaque fois qu'une famille d'origine immigrée a essayé d'acheter dans ce secteur, elle a été confrontée au harcèlement, à de fausses accusations, à des accidents mystérieux. Vous n'êtes que la dernière cible. Mais nous avons l'acte de propriété, protesta Sophie. Nous l'avons acheté légalement, par le biais d'une annonce anonyme, expliqua Hélène. Ils ne savaient pas qui achetait jusqu'à ce que vous arriviez. Maintenant, ils se démènent pour vous forcer à partir avant que quelqu'un ne commence à poser des questions sur l'histoire de la terre. Julien se leva, arpentant le petit bureau. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous nous battons? Les yeux d'Hélène flamboyèrent. Je monte un dossier sur cette terre depuis des années. Mais les familles précédentes ont été effrayées avant que nous puissions aller au tribunal. Avec votre passé militaire et votre casier vierge, vous êtes leur pire cauchemar. Quelqu'un qui ne sera pas facilement intimidé. Ils essaient de me peindre comme violent. Instable, dit Julien en désignant les papiers d'accusation. Exactement, ils suivent leur vieux manuel. Discréditer, criminaliser, détruire. Hélène se pencha en avant. Mais voici ce qu'ils ne savent pas. J'ai trouvé des parents des victimes de la famille Lévy. Ils sont prêts à témoigner sur ce qui s'est réellement passé. Nous pouvons tout exposer. Sophie serra la main de Julien. Il ne s'agit plus seulement de notre maison. N'est-ce pas? Non, confirma Hélène. Il s'agit d'une justice qui a 60 ans de retard. Ce soir-là, Julien se tenait dans son jardin alors que le coucher de soleil peignait le ciel d'un rouge sang. Il regarda le sol sous ses bottes, pensant à la famille qui vivait autrefois là, aux gens qui sont morts en se battant pour leurs droits. Le sol semblait murmurer les souvenirs de cette nuit violente. Cette terre a des fantômes, murmura-t-il, comprenant maintenant pourquoi l'air semblait lourd de plus que la simple chaleur estivale. Le fracas de vitres brisées déchira le calme. Julien se tourna vers le son alors que Sophie criait de l'intérieur. Une pierre gisait parmi des éclats scintillants sur le sol de leur salon. Sur sa surface, quelqu'un avait peint à la bombe un seul mot en rouge. Dehors, Julien ramassa la pierre, son poids familier dans sa main. Il avait affronté des balles et des bombes dans des zones de guerre. Mais ceci, c'était différent. Ce n'était pas seulement une menace pour sa vie, mais une tentative d'effacer l'histoire elle-même. D'enterrer la vérité sous des couches de mensonges et de violence. À travers la fenêtre brisée, il pouvait voir les maisons de ses voisins, les lumières brûlant derrière les rideaux tirés. Combien connaissaient la vérité sur cette terre? Combien avaient aidé à maintenir le silence pendant des générations? Sophie apparut à ses côtés. Chloé serrée contre elle. Qu'est-ce qu'on va faire? Julien retourna la pierre dans ses mains. La peinture en aérosol encore assez fraîche pour tacher ses doigts de rouge. Au loin, une sirène de gendarmerie retentit. Mais il savait qu'il ne viendrait pas. Pas pour aider. En tout cas, il faisait partie d'un système conçu pour garder certaines histoires enterrées. Certaines personnes à leur place. Le soleil du lendemain matin révéla une vilaine surprise. D'épaisses lettres noires souillaient la porte de garage blanche. Rentrez chez vous. L'étranger, la peinture était encore collante. Faites quelque temps avant l'aube. Julien se tenait dans son allée, les poings serrés, étudiant chaque lettre haineuse. Chloé se pressa contre le côté de Sophie, ses petits doigts agrippant la chemise de sa mère. Pourquoi continue-t-il à faire ça? Maman? Avant que Sophie ne puisse répondre, les sirènes de la gendarmerie retentirent. 2 véhicules s'arrêtèrent, les gendarmes Lefebvre et Morel en sortant avec des sourires suffisants. Ils firent mine d'examiner la porte du garage. Échangeant des regards entendus, il l'a probablement fait lui-même, annonça bruyamment Lefebvre. Ces types veulent toujours jouer les victimes. Ricana Morel. Ouais, peindre sa propre maison à la bombe pour attirer la sympathie. C'est assez désespéré. Julien garda sa voix stable, bien que la colère lui brûlât la poitrine. Vous allez prendre un rapport ou juste rester là à porter des accusations? Un rapport? Lefebvre sortit son carnet avec une lenteur exagérée. Bien sûr, voyons voir. Description du suspect correspond au propriétaire. Environ 1,85 m. Homme corpulent d'origine maghrébine. Ça suffit. Sophie s'avança, protégeant Chloé. Notre fille doit voir cette haine tous les jours. Vous êtes censé protéger et servir. Le sourire de Morel s'élargit. Servir? Oh, on sert quelque chose, c'est sûr. On vous sert un avis. Vous feriez bien d'envisager de déménager dans un endroit plus approprié. Julien sentit son entraînement militaire prendre le dessus. Le calme concentré avant le combat. Vous menacez ma famille. Gendarme? Menacé? Lefebvre haussa les sourcils d'une surprise feinte. Juste un conseil amical. Ce serait dommage qu'il arrive quelque chose à votre jolie petite fille à l'école. Les enfants peuvent être si cruels. Sophie attira Chloé plus près. Son visage pâle de fureur. Sortez de notre propriété. Trottoir public. Madame.
Morel tapa sur son insigne. On va où on veut. Ils restèrent encore 15 minutes, prenant des notes et riant avant de finalement repartir. Julien sortit immédiatement son téléphone pour tout documenter, y compris leur numéro de matricule. Je dois emmener Chloé à l'école, dit doucement Sophie. Ensuite, je dois enseigner. Julien hocha la tête. Mais l'inquiétude le rongeait. Leur fille n'avait pas dit un mot depuis l'arrivée des gendarmes. Son inquiétude se justifia. 3 heures plus tard, son téléphone sonna. Sophie appelait de l'école. Tu dois venir, dit-elle, la voix tendue de larmes. Maintenant. Il les trouva dans le bureau du conseiller d'orientation. Chloé était recroquevillée sur une chaise, les larmes coulant sur son visage. Un dessin grossier avait été scotché sur son casier. Des bonshommes allumettes représentant sa famille pendue à un arbre. Les autres enfants, octa-t-elle entre deux sanglots. Ils ont dit qu'on le méritait. Qu'on était sale et qu'on n'avait pas notre place ici. Julien s'agenouilla devant sa fille, prenant ses petites mains dans les siennes. Écoute-moi, ma puce. Tu es belle, tu es forte, tu as ta place partout où tu veux être. Mais pourquoi ils nous détestent? La voix de Chloé se brisa. On n'a rien fait de mal. Sophie commença à répondre, mais son téléphone vibra. Elle sortit dans le couloir pour répondre. Quand elle revint, son visage était cendré. C'était le directeur, dit-elle platement. Mon contrat est résilié avec effet immédiat. Quoi? Julien se leva. Ils ne peuvent pas faire ça, apparemment. Ils ont reçu de nombreuses plaintes de parents concernant mon attitude agressive et mes opinions politiques inappropriées en classe. Le rire de Sophie était amer. Traduction. Je n'ai pas voulu me taire pendant qu'ils tourmentaient notre fille. Les sanglots de Chloé redoublèrent. Julien serra sa femme et sa fille dans ses bras, les sentant trembler de chagrin et de rage. D'autres enseignants passaient devant la fenêtre du bureau, détournant les yeux. Plus tard dans la nuit, après avoir enfin réussi à endormir Chloé, Julien et Sophie s'assirent à leur table de cuisine. L'insulte sur la porte du garage était toujours visible à travers la fenêtre. Un sombre rappel de leur nouvelle réalité. On pourrait partir, murmura Sophie, fixant son café froid. Trouver un autre endroit. Julien tendit la main sur la table, prenant la sienne. Tu sais ce qui se passe si on fuit? Ils gagnent, pas seulement contre nous, mais contre l'histoire elle-même. Ils continuent d'enterrer leurs crimes. Mais notre fille nous regarde. La voix de Julien devint féroce. Elle a besoin de nous voir nous lever, nous battre, lui montrer que la justice vaut la peine de se battre. Sophie étudia leurs mains jointes. J'ai peur, Julien, pas d'eux, mais de te perdre. Ces gens, ils ont du pouvoir, des relations. Ils pourraient détruire tout ce que nous avons construit. Julien se leva, attirant Sophie dans ses bras. À travers la fenêtre, il pouvait voir des voitures de gendarmerie passer lentement devant leur maison à nouveau. Un rappel constant des forces alignées contre eux. Laisse-moi te dire quelque chose sur le pouvoir, dit-il doucement. Le vrai pouvoir, ce ne sont pas les insignes ou l'argent ou qui était ton grand-père. Le vrai pouvoir, c'est de tenir bon quand tout te dit de fuir. Le vrai pouvoir, c'est de se battre pour ce qui est juste, même si ça te coûte tout. Sophie pressa son visage contre sa poitrine. Ils essaient de nous briser. Alors ils ont choisi la mauvaise famille. La voix de Julien se durcit de détermination. Tu crois que j'ai survécu à l'entraînement du GIGN? Combattu dans 3 zones de guerre juste pour laisser des flics racistes et des politiciens corrompus nous chasser de notre maison? Ils veulent effacer l'histoire. On va allumer une lumière si brillante qu'ils ne pourront plus se cacher. Sophie recula, cherchant son visage. Qu'est-ce que tu vas faire? La mâchoire de Julien se serra en une ligne dure. Ils veulent une guerre. Il regarda la porte du garage. La fenêtre brisée. Pensa aux larmes de Chloé et à l'emploi perdu de Sophie. Ils ont choisi le mauvais homme. Julien était assis dans son bureau sombre, entouré d'écrans montrant les flux des caméras autour de la maison. Il les avait installées stratégiquement. Caméras de sonnette, angle de garage, unités cachées dans les arbres. Chaque approche était couverte. Les images défilaient en temps réel, projetant une lueur bleue sur son visage alors qu'il enregistrait les schémas de patrouille. 3e passage ce soir, marmonna-t-il, notant l'horodatage alors qu'un autre véhicule de gendarmerie passait. Leurs phares balayèrent ses murs avant de s'évanouir dans l'obscurité. Son téléphone vibra. Karim appelait. J'ai les registres que tu as demandés, dit Karim sans salutation. Tu ne vas pas aimer ce que j'ai trouvé. Julien se pencha en arrière dans son fauteuil. Dis-moi, j'ai remonté les actes de propriété sur 50 ans. Tout ce quartier appartenait autrefois à des familles juives. Après les déportations de 43, les propriétés ont commencé à changer de main pour presque rien. Vente forcée. Plutôt, j'ai trouvé des cas où les propriétaires ont signé des actes de vente alors qu'ils étaient vérifiablement morts ou en camp. Les rapports de gendarmerie de l'époque montrent un schéma. Harcèlement, arrestation sur de fausses accusations, incendie mystérieux. Ça te dit quelque chose? Julien regarda une autre voiture de patrouille passer lentement. L'histoire se répète, c'est pire, continua Karim. J'ai suivi l'argent. Des sociétés écrans ont tout racheté, puis ont attendu des décennies. Maintenant,
Elles revendent à des promoteurs pour des millions. Devine qui possède des parts dans ces sociétés. Des élus locaux? Bingo. Le fonds de pension de la gendarmerie aussi. La moitié de la retraite du département dépend de la tranquillité et du caractère traditionnel de ce terrain. Julien se frotta les tempes. C'est pour ça qu'ils sont si désespérés de nous faire partir. Nous ne sommes pas juste des voisins qu'ils ne veulent pas. Nous sommes des menaces pour leur retraite. Ta maison en particulier. Ajouta Karim. Elle se trouve sur ce qui était la propriété principale. Si quelqu'un commence à creuser dans cette histoire, tout leur montage s'effondre. Julien afficha les registres de propriété sur son ordinateur. Envoie-moi tout ce que tu as trouvé. J'ai besoin de preuves. Déjà cryptées et en route. Mais Julien, Karim fit une pause. Ces gens ont tué pour garder ce secret auparavant. Ils le referont. Je sais. C'est pourquoi je rassemble des preuves. Julien cliqua sur ses flux de caméra. J'ai suivi leurs mouvements, photographié chaque interaction, construit un dossier qu'ils ne pourront pas enterrer. Intelligent, mais fais attention à qui tu fais confiance. Ce politicien que tu as mentionné. J'ai trouvé son nom sur des documents intéressants. Julien se pencha en avant. Lesquels? Permis de construire. Demande de raisonnage. Il a tout accéléré, contournant les lois de préservation historique. Il touche de jolis honoraires de consultant pour ses services. Un mouvement sur l'un des écrans attira l'attention de Julien. Une voiture de patrouille garée au bout de la rue. Feu éteint. Le gendarme Morel en sortit, consultant son téléphone. Je dois y aller, dit Julien. Morel prépare quelque chose. Il termina l'appel et attrapa son équipement. Petite caméra. Vision nocturne. Monoculaire. Scanner radio. Des années de surveillance militaire lui avaient appris à se déplacer sans être vu. À suivre des cibles sans être repéré. Morel se dirigea vers le café du village à 2 rues de là. Julien suivit, restant dans l'ombre, utilisant les voitures garées pour se couvrir. À travers les fenêtres du café, il vit Morel s'asseoir dans une banquette en face d'un homme bien habillé. Le conseiller municipal Martin. Julien se positionna près d'une fenêtre entrouverte. Installant sa caméra, le café était presque vide. Leur voix portait clairement. Ça prend trop de temps, dit Martin en remuant son café. Les promoteurs s'impatientent. Morel se pencha en avant. On met la pression. Sa femme a perdu son travail. Les enfants sont isolés à l'école. Procédure standard. Pas suffisant. Ce terrain doit être libre d'ici la fin du trimestre. Plus il reste, plus il y a de chances que quelqu'un commence à poser des questions sur les propriétaires d'origine. Et un accident? Suggéra Morel. Un incendie de maison. Peut-être. L'assurance le rembourserait. Tout le monde y gagne. Martin secoua la tête. Trop risqué. Ce n'est pas une famille lambda. Des relations dans l'armée. Il faut qu'il parte de son plein gré. Alors laissez-nous gérer à notre manière. Insista Morel. On le poussera dehors comme les autres. Les mains de Julien se resserrèrent sur la caméra. Il avait suspecté la corruption. Mais l'entendre discuter si nonchalamment lui fit bouillir le sang. Ces hommes voyaient sa famille comme un inconvénient. Sa maison comme un obstacle à leur profit. Il photographia leur rencontre, enregistra leur conversation. Chaque élément de preuve renforçait le dossier qu'il constituait. Mais confirmait aussi ce qu'il craignait. Ce n'était pas du harcèlement aléatoire. C'était une campagne coordonnée soutenue par des gens de pouvoir et de ressources. Alors que Morel et Martin terminaient leur réunion, Julien s'éclipsa, se déplaçant dans les ruelles jusqu'à chez lui. Il téléchargea les nouvelles preuves sur son serveur sécurisé, puis envoya des copies à Karim. Vérifiant à nouveau ses caméras, Julien regarda d'autres voitures de patrouille tourner autour de son pâté de maison. Il pensait le traquer, l'user, mais c'était lui qui rassemblait des renseignements, documentant leurs mouvements, construisant un dossier qui exposerait des décennies de corruption. Qu'il regarde, pensa-t-il, qu'il pense avoir le dessus. Il avait appris au GIGN que la meilleure façon de vaincre un ennemi puissant était de le laisser vous sous-estimer pendant que vous étudiez ses faiblesses. Un message de Karim apparut. J'ai les fichiers, c'est énorme. Julien, tu pourrais faire tomber la moitié de l'administration de la ville. Bien. Tapa Julien en retour. Continue de creuser. Je veux chaque connexion, chaque salle à faire. Il regarda la photo de sa famille sur son bureau. Le sourire fier de Sophie. La joie innocente de Chloé. Il méritait de vivre sans peur. De construire un avenir sans que les ombres du passé ne menacent de les engloutir. Une autre voiture de patrouille passa. Plus lentement cette fois. Julien ne tressaillit pas sous le projecteur qui balaya sa fenêtre. Qu'ils viennent, pensa-t-il, qu'ils complotent et menacent. Il avait la vérité de son côté. Et il savait par expérience. La vérité était l'arme la plus mortelle contre le pouvoir corrompu. Julien gara son camion dans l'allée bien après minuit. Les muscles endoloris par des heures de surveillance. La maison était sombre, à l'exception de la lumière de la cuisine. Sophie la laissait toujours allumée quand il travaillait tard. Il coupa le moteur, savourant le moment de calme avant de rentrer retrouver sa famille. Un mouvement attira son œil. Des ombres se déplaçant entre les voitures garées. Ses instincts de combat hurlèrent au danger.
Avant qu'il ne puisse réagir, des silhouettes sombres émergèrent de tous côtés. 5 hommes en masque noir. En équipement tactique. Pas des voyous au hasard. Leurs mouvements trahissaient un entraînement. Tu aurais dû comprendre l'allusion. Dubois, gronda l'un d'eux, la voix étouffée derrière son masque. Julien resta dans la voiture, son esprit parcourant les options. Il s'était positionné pour couper les issues de secours. 2 portaient des pistolets, 3 avaient des matraques. Leur posture suggérait une formation policière ou militaire. Dernière chance de vous en aller, prévint Julien, sa voix stable malgré l'adrénaline qui inondait son système. Ils répondirent en avançant. Julien explosa en action. Il ouvrit la portière de la voiture avec une force écrasante, attrapant l'agresseur le plus proche au visage. L'os craqua sous l'impact. L'homme tomba, le masque ensanglanté. Julien roula hors de la voiture, esquivant un coup de matraque. Son coude remonta dans les côtes du deuxième agresseur. L'homme haleta, se pliant en deux. Julien saisit son poignet, le tordit jusqu'à ce que les tendons éclatent. La matraque tomba sur le trottoir avec un hurlement de douleur. Des coups de feu éclatèrent dans la nuit. Julien plongea derrière sa voiture alors que des balles perforaient le métal. Le verre vola en éclats. Pleuvant sur l'allée, il entendit Sophie crier de l'intérieur de la maison. « Reste à l'intérieur !» cria-t-il en direction de la porte. La dernière chose dont il avait besoin était sa famille dans la ligne de mire. 2 agresseurs contournèrent par la gauche tandis qu'un autre allait à droite. Essayant de le prendre en tenaille, Julien rampa jusqu'au pneu arrière, récupérant le pistolet aimanté sous sa voiture. Le poids familier stabilisa ses mains. D'autres tirs retentirent, plus près maintenant. Julien attendit le schéma qu'il avait appris au combat. La plupart des tireurs tiraient par rafales prévisibles. La pause d'une fraction de seconde après 3 coups était son ouverture. Il pivota autour du coffre, tirant 2 coups précis. Le premier frappa un genou, faisant tomber un tireur. Le second toucha en pleine poitrine, projetant un autre en arrière dans les buissons. L'agresseur restant tira sauvagement, brisant les vitres de la voiture au-dessus de la tête de Julien. Il roula sous la pluie de balles, se relevant à l'intérieur de la garde de l'homme. Son poing écrasa la gorge de l'agresseur. Alors que l'homme s'étouffait et titubait, Julien lui arracha l'arme des mains. Des pneus crissèrent au bout de la rue. Un véhicule de fuite. Les 2 agresseurs blessés se précipitèrent vers lui, traînant leur partenaire inconscient. Julien leva les 2 pistolets, visant non pas les hommes, mais leur voie de fuite. 4 tirs rapides crevèrent les pneus du véhicule. Le van dérapa sur le côté, raclant contre des voitures garées avant de s'immobiliser en grinçant. Le conducteur accéléra, mais les jantes ne firent que des étincelles contre l'asphalte. Julien, la voix de Sophie était brisée par la peur. Elle se tenait sur le pas de la porte. Chloé pleurant derrière elle. Rentre à l'intérieur, ordonna-t-il, gardant ses armes pointées sur le van immobilisé. Mais le combat était terminé. Les agresseurs s'entassèrent dans un autre véhicule qui arriva en trombe, abandonnant leur premier van. Julien maintint sa posture de combat jusqu'à ce que le son des moteurs s'estompe. C'est seulement alors qu'il abaissa ses armes. La poitrine haletante. Du sang coulait de coupures sur son visage et ses bras. Ses jointures étaient à vif. Son corps endolori par des impacts qu'il avait à peine enregistrés pendant le combat. Sophie courut vers lui, ses mains tremblantes alors qu'elle touchait ses blessures. « Oh mon Dieu, Julien, qu'est-ce qui nous arrive ?» Il la serra contre lui, sentant son cœur battre la chamade contre sa poitrine. Par-dessus son épaule, il vit Chloé regarder depuis le seuil de la porte, les yeux écarquillés d'une peur qu'aucun enfant ne devrait connaître. « Ils n'ont pas fini, » murmura-t-il, serrant sa femme plus fort. Des lumières rouges et bleues commencèrent à pulser au loin. Des voisins avaient appelé la gendarmerie. Mais Julien savait qu'il ne trouverait rien d'utile. Les agresseurs avaient été trop professionnels, trop équipés. Ce n'était pas de la violence aléatoire. C'était un message. Il guida Sophie vers la maison où Chloé se précipita dans leurs bras. La jeune fille enfouit son visage contre lui, les épaules secouées de sanglots silencieux. Julien caressa ses cheveux, la rage montant dans sa poitrine. Ils avaient apporté la violence chez lui, terrorisé sa famille. Ce n'était pas quelque chose qu'il pouvait pardonner. À l'intérieur, dit-il doucement, nous devons nettoyer avant l'arrivée de la gendarmerie. Sophie hocha la tête. Comprenant, il ne pouvait pas faire confiance aux autorités, pas quand les agresseurs se déplaçaient comme des forces de l'ordre. Elle conduisit Chloé à la cuisine pendant que Julien ramassait rapidement les douilles et autres preuves. Il les analyserait plus tard, les ajouterait à son dossier d'enquête grandissant. Les sirènes se firent plus fortes alors qu'il effectuait un dernier balayage de l'allée. Son entraînement militaire cataloguait automatiquement les détails. Schéma d'impact, taches de sang, trajectoire de balle. Chaque pièce racontait une histoire. Et il utiliserait cette histoire pour identifier ses agresseurs. Le verre craqua sous ses bottes alors qu'il se dirigeait vers le porche. La maison qu'il avait achetée pour la sécurité de sa famille portait maintenant les cicatrices de la violence. Fenêtre brisée, impact de balle, taches de sang, mais les murs tenaient toujours. Il ne l'avait pas chassé. Julien toucha l'acte de propriété dans sa poche.
Le papier qui prouvait que cette terre était la sienne. Le document qui menaçait des décennies de corruption. Il le voulait parti parce qu'il représentait quelque chose de plus grand qu'une seule famille. Il représentait une vérité enterrée dans un sol imbibé de sang. Une justice retardée mais pas oubliée. Le premier véhicule de gendarmerie tourna au coin de la rue. Julien redressa les épaules, son esprit formulant déjà la déclaration prudente qu'il ferait. Il ne pouvait pas montrer tout ce qu'il savait vraiment. Toutes les preuves qu'il avait rassemblées. Laissons-les penser que ce n'était qu'une autre attaque aléatoire. Derrière lui, Sophie appela doucement son nom. Il se tourna pour voir sa femme et sa fille encadrées par la porte. Leurs visages montrant à la fois peur et détermination. C'était pour cela qu'ils se battaient. Pas seulement une maison, mais leur droit de vivre sans peur. De tenir bon face à ceux qui voulaient les effacer. Les images tremblantes du téléphone portable remplissaient l'écran. Des hommes masqués attaquant Julien dans son allée. L'efficacité brutale de sa défense. La pluie de coups de feu. Maître Hélène Lambert se renversa dans son fauteuil de bureau. Un sourire satisfait jouant sur ses lèvres alors qu'elle regardait la vidéo se propager sur les réseaux sociaux. 3 millions de vues en 2 heures, dit-elle à Julien par téléphone. Les médias indépendants se régalent avec ça. Ces voyous ne savaient pas que vous aviez installé des caméras de sécurité. Quelle est l'ampleur de la réaction ? Demanda Julien. Arpentant son salon. Contre vous ? Minimal. Les images sont claires. Vous vous êtes défendu contre des agresseurs armés. Mais la gendarmerie, il se noie. Les gens se demandent pourquoi des hommes entraînés en équipement tactique essayaient de tuer un propriétaire. Devant la maison des Dubois, les camionnettes des chaînes d'information s'alignaient dans la rue. Des journalistes serraient des microphones. Espérant une déclaration, Julien les observait à travers les stores, se souvenant de cirques médiatiques similaires de ces jours militaires. Les commentaires en ligne sont massivement favorables. Continua Hélène. Les gens font le lien. Votre arrestation initiale. Sophie perdant son emploi. Maintenant cette attaque. Ça brosse le portrait d'un harcèlement systématique. Sophie rejoignit Julien à la fenêtre, enroulant ses bras autour de sa taille. France 3 veut une interview, dit-elle. Le Monde aussi. Julien secoua la tête. Pas encore. Laissons les images parler d'elles-mêmes. L'histoire explosa tout au long de la journée. Les réseaux sociaux se remplirent de clips de l'attaque. Des analystes décortiquant les techniques de combat de Julien. Des théoriciens du complot le reliant à des spoliations de terres historiques. Le soir, des manifestants se rassemblèrent devant la mairie, portant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Justice pour les Dubois » et « Arrêtez la terreur de la gendarmerie ». Madame Fournier arriva au coucher du soleil, serrant un vieil album photo en cuir. Ses mains tremblaient alors qu'elle s'asseyait à la table de la cuisine des Dubois. « J'ai gardé ça pendant des décennies, » dit-elle, ouvrant soigneusement l'album. « Je n'étais pas sûre d'avoir un jour l'occasion de les partager. Les photos étaient vieilles. Les bords jaunis par le temps. » Elle montrait une fière famille juive devant leur maison, entourée d'une communauté animée, des enfants jouant, des fêtes de famille, puis venaient des images plus sombres. La maison réquisitionnée, des miliciens regardant, des corps dans la rue. « C'est mon père qui a pris ça, » expliqua Madame Fournier, la voix épaisse d'émotion. Il savait qu'un jour nous aurions besoin de preuves. Les journaux n'ont jamais rien rapporté. La gendarmerie a prétendu qu'ils étaient partis volontairement. 17 personnes sont mortes cette nuit-là. Sophie porta la main à sa bouche, les larmes lui montant aux yeux. C'est arrivé ici, sur cette terre. Madame Fournier hocha la tête. Juste là où se trouve votre maison. Ils ont enterré la vérité avec nos gens. Ont vendu la terre à des promoteurs une fois que suffisamment de temps s'est écoulé. Mais certains d'entre nous se sont souvenus. Julien étudia les photos attentivement. La mâchoire serrée. Hélène doit voir ça. Je l'ai déjà appelée, dit Madame Fournier. Elle amène un photographe pour tout documenter. La presse est avide de cette histoire maintenant. Toutes ces années de corruption qui remontent à la surface. Comme par hasard, le téléphone de Julien vibra avec un texto d'Hélène. Les grandes chaînes d'information nationales reprennent l'histoire. Les élus locaux refusent de commenter. Le chef de la gendarmerie convoque une réunion d'urgence. Dehors, la foule de manifestants avait grandi. Leurs chants résonnaient dans le quartier. Plus de dissimulation, plus de peur. Sophie regardait depuis la fenêtre de la cuisine alors que d'autres personnes arrivaient. Beaucoup portant des bougies. Toute la ville regarde maintenant, dit-elle doucement. Ils ne peuvent plus continuer à prétendre que cela n'arrive pas. Madame Fournier lui tapota la main. Parfois, la vérité a besoin d'un petit coup de pouce pour se libérer. Le combat de votre mari a tout fait remonter à la surface. Le téléphone de Julien continuait de vibrer. Journalistes, militants, même des politiciens cherchant des commentaires. Il les ignora tous, se concentrant sur les photos historiques. Chaque image était une pièce à conviction. Une brique dans le mur de la vérité qu'il construisait. Les registres de propriété que Karim a trouvés, dit-il soudainement, ils correspondront aux dates sur ces photos. Nous pouvons prouver que la ville s'est emparée illégalement de cette propriété après le massacre. Hélène arriva 1 heure plus tard.
Accompagnée d'un photographe professionnel, elle se déplaçait comme une tornade, documentant tout, recoupant les dates et les noms. Ses yeux brillaient de l'excitation de la chasse. C'est ça, déclara-t-elle, la preuve irréfutable. Nous pouvons prouver des décennies de corruption institutionnelle, tout menant aux attaques contre votre famille. Le château de cartes de la ville est sur le point de s'effondrer. À travers la fenêtre, il pouvait voir des hélicoptères de presse tourner au-dessus. La manifestation avait gonflé pour remplir la rue. Des gens de toute origine se tenaient ensemble, exigeant des réponses, exigeant la justice. Sophie serra Julien par derrière, posant sa tête contre son large dos. Peut-être qu'on peut gagner, murmura-t-elle. Peut-être que toute cette douleur a un sens. Il couvrit ses mains avec les siennes, puisant de la force dans son contact. Le poids de l'histoire pesait sur eux. Pas seulement leur propre lutte, mais celle des victimes oubliées dont les histoires émergeaient enfin. Madame Fournier leur sourit de l'autre côté de la table, les yeux brillants de larmes non versées. Dehors, une berline noire était garée de l'autre côté de la rue. Ses vitres teintées. À l'intérieur, une silhouette observait la scène se dérouler à travers des jumelles, notant chaque personne qui entrait ou sortait de la maison des Dubois. Mais pour l'instant, les Dubois restaient concentrés sur leur soutien grandissant, sur la possibilité que la vérité puisse enfin l'emporter. Les photos étalées sur la table de la cuisine racontaient une histoire de violence et d'effacement, mais aussi de résilience, comme la famille qui vivait autrefois sur cette terre. Les Dubois refusaient d'être chassés, refusaient d'être oubliés. Leur résistance était devenue quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Une prise de conscience attendue depuis longtemps. Le camion de Julien s'arrêta devant sa maison. Le moteur tic-taquait dans le silence du soir. La réunion avec Hélène avait duré longtemps. Planification sans fin. Élaboration de stratégies pour utiliser les photos de Madame Fournier avec un impact maximal. Ses muscles étaient endoloris d'être restés penchés sur des documents pendant des heures. Quelque chose n'allait pas dès qu'il sortit. La lumière du porche était éteinte, alors que Sophie la laissait toujours allumée pour lui. En s'approchant, ses yeux entraînés au combat remarquèrent des détails qui firent battre son cœur. Des marques de frottement sur le paillasson. La porte d'entrée légèrement entr'ouverte. Julien sortit son pistolet dissimulé. Des années d'entraînement au GIGN prirent le dessus. Il monta silencieusement les marches, évitant les endroits qui craquaient. À travers l'entrebâillement de la porte, il entendit les sanglots étouffés de Chloé. « Chloé » appela-t-il en poussant la porte avec son épaule. L'arme prête. Le salon était en désordre. La table basse renversée. La lampe préférée de Sophie brisée sur le sol. Chloé était recroquevillée dans le coin du canapé, les larmes coulant sur son visage. « Papa !» Elle se jeta sur lui. Julien l'attrapa d'un bras, continuant de scanner la pièce à la recherche de menaces. « Où est ta mère ?» Sa voix était stable, mais la peur lui serrait la poitrine. Ils l'ont emmenée. Chloé enfouit son visage dans sa chemise. 3 hommes masqués. Maman s'est battue, mais ils l'ont blessée et l'ont traînée par la porte de derrière. Je me suis cachée sous mon lit comme tu m'as appris. Julien la serra plus fort, la rage montant dans sa poitrine. Ils t'ont vu ? Chloé secoua la tête. Je suis restée silencieuse comme dans nos exercices. Mais j'ai entendu maman crier et puis une voiture est partie vite. Il conduisit Chloé à la cuisine, la gardant près de lui pendant qu'il vérifiait chaque pièce. Aucune trace des intrus, mais des preuves de la lutte étaient partout. Des chaises renversées, un verre cassé, le téléphone de Sophie gisant, fissuré, sur le sol. Bonne fille, murmura-t-il en lissant les cheveux de Chloé. Tu as fait exactement ce qu'il fallait. Je vais appeler à l'aide. Un gazouillis électronique strident coupa l'air. Tous deux sursautèrent. Sur le comptoir de la cuisine se trouvait un téléphone prépayé bon marché qui n'était pas là avant. Julien le prit avec précaution, le mettant sur haut-parleur. Allô, Dubois. La voix de l'adjudant Lefebvre dégoulinait d'une satisfaction suffisante. Il vous manque quelque chose ? La main de Julien se resserra sur le téléphone. Si vous l'avez blessée, elle est en vie. Pour l'instant, le bruit de fond suggérait que Lefebvre était dans un véhicule en mouvement. Quel le reste dépend de vous. Reculez, abandonnez l'enquête. Dites à votre amie avocate d'enterrer ses photos. Laissez-moi lui parler. Une pause. Puis la voix de Sophie, tendue mais pleine de défi. Julien, n'ose même pas. Ces mots furent coupés par un hoquet de douleur. Assez de réunions de famille, dit Lefebvre. Vous avez 1 heure pour faire une déclaration publique, retirant toutes les allégations. Dites que vous avez truqué les images de l'agression. Admettez que vous squattez une propriété privée. Et si je ne le fais pas ? Votre femme disparaît. Peut-être qu'on trouvera son corps dans quelques semaines. Peut-être jamais. Dans tous les cas, vous vivrez en sachant que sa mort est sur vos mains. La voix de Julien devint d'un calme mortel. Vous faites une erreur, Lefebvre. Non, c'est vous qui avez fait l'erreur de penser que vous pouviez gagner ce combat. 1 heure. Dubois. Le compte à rebours est lancé. La ligne se coupa. Julien posa le téléphone avec précaution, ses mains tremblant d'une fureur contenue. Chloé se pressa contre lui, reniflant. Ils vont tuer maman ? Julien s'agenouilla.
prenant ses petites mains dans les siennes. Non, ma puce, je vais la retrouver, mais j'ai besoin que tu sois courageuse encore un peu. Tu peux faire ça? Elle hocha la tête, essayant de se montrer forte. Tout comme son père. Qu'est-ce que tu vas faire? D'abord, j'appelle Karim. Tu resteras avec sa famille. Ils ont le meilleur système de sécurité de la ville. Il était déjà en train de composer le numéro. Ensuite, je pars à la chasse. En attendant Karim, Julien se déplaça efficacement dans la maison. Il sortit un lourd sac de sport noir du grenier. Un équipement qu'il avait espéré ne plus jamais avoir à utiliser. Gilet pare-balles, lunettes de vision nocturne, équipement tactique de séjour au GIGN. Chloé regardait depuis le seuil de la porte alors qu'il vérifiait les armes et chargeait les chargeurs. Tu vas leur faire du mal? Julien fit une pause, regardant sa fille. Elle était trop jeune pour porter ce poids, pour comprendre la violence que des hommes comme Lefebvre apportaient au monde. Mais elle était aussi trop intelligente pour les mensonges. Ils ont fait du mal à notre famille, dit-il prudemment. Ils ont pris ta mère. Parfois, les mauvaises personnes ne comprennent qu'un seul langage. Karim arriva en 15 minutes. Armé et alerte. Sa femme, Carmen, enveloppa immédiatement Chloé dans une étreinte. Ma maison est une forteresse, assura Karim à Julien. Caméra de sécurité, détecteur de mouvement, intervention armée. Elle sera en sécurité, je sais. Julien serra fort Chloé. Sois sage pour Carmen, je ramènerai maman bientôt. Alors que la voiture de Karim s'éloignait, Julien retourna à ses préparatifs. La rage qu'il avait contenue se cristallisa en une concentration tactique froide. Lefebvre et ses hommes pensaient avoir affaire à un civil ordinaire. Ils n'avaient aucune idée qu'il venait de défier un commandant du GIGN sur son propre terrain. Il s'agenouilla dans la cuisine, tenant le téléphone cassé de Sophie, se souvenant de son sourire ce matin-là. Le poids familier de l'équipement de combat s'installa sur son corps comme une seconde peau. Dans son esprit, il cartographiait déjà les itinéraires d'infiltration, analysait les positions ennemies, se préparant à la guerre. Ils viennent de signer leur arrêt de mort, murmura-t-il dans la maison vide. Les mots n'étaient ni une menace ni une promesse. Ils étaient simplement un fait. Ces hommes avaient pris sa femme, terrorisé sa fille, et maintenant ils allaient apprendre pourquoi les opérateurs du GIGN étaient craints dans le monde entier. L'heure que Lefebvre lui avait donnée s'écoulait. Mais Julien ne fit aucun mouvement pour obtempérer. Au lieu de cela, il termina ses préparatifs dans un silence méthodique. Il voulait qu'il plie, qu'il se brise. Au lieu de cela, ils avaient réveillé quelque chose de bien plus dangereux qu'ils ne pouvaient l'imaginer. Madame Fournier ouvrit sa porte avant que Julien ne puisse frapper. Comme si elle l'attendait. Ses yeux étaient vifs d'inquiétude sous la lumière du porche. J'ai entendu ce qui s'est passé, dit-elle en le faisant entrer. Chloé, ma chérie, j'ai des biscuits tout chauds dans la cuisine. Julien regarda sa fille se traîner vers la cuisine à l'odeur chaude de cannelle. Le rebond habituel de sa démarche avait disparu, remplacé par le lourd poids de la peur. Madame Fournier toucha son bras. J'ai des caméras à chaque coin de cette maison, dit-elle doucement. Des détecteurs de mouvement aussi. J'ai ajouté de la sécurité depuis les émeutes de 92. Personne ne s'approchera d'elle. Merci. La voix de Julien était rauque. J'ai besoin de savoir qu'elle est en sécurité pendant que vous déchaînez l'enfer. Les yeux de Madame Fournier brillèrent. Bien, il était temps que quelqu'un le fasse. Cette terre a déjà vu trop de souffrance. Dans la cuisine, Chloé grignotait un biscuit aux pépites de chocolat. Sa gourmandise habituelle atténuée par l'inquiétude. Julien s'agenouilla à côté de sa chaise. Tu te souviens de ce que je t'ai appris sur la sécurité? Demanda-t-il. Chloé hocha la tête. Restez loin des fenêtres. Gardez mon téléphone allumé. N'ouvrir la porte à personne d'autre que toi ou Karim. C'est ma fille. Il l'embrassa sur le front. Madame Fournier a mon numéro. Appelle si tu as besoin de quoi que ce soit. Même juste pour parler. Tu trouveras maman ce soir? Julien hésita. Il ne lui mentirait pas. Je vais essayer, mais ça pourrait prendre du temps pour le faire correctement. Ramène-la. C'est tout. La voix de Chloé vacilla. Je me fiche du temps que ça prendra. Des phares balayèrent les fenêtres avant. Le SUV de Karim arrivait. Julien serra Chloé une dernière fois dans ses bras, respirant l'odeur familière de ses cheveux. Sois courageuse, ma puce. Je t'aime aussi. Papa. Madame Fournier le raccompagna à la porte. Ces hommes pensent qu'ils peuvent continuer à faire ça pour toujours, dit-elle. Montre-leur qu'ils ont tort. Julien hocha la tête d'un air sombre. Ils ne toucheront plus une autre famille après ce soir. Dehors, Karim déchargeait déjà du matériel de son coffre. L'ancien opérateur du GIGN se déplaçait avec une efficacité rodée. Passant à Julien un lourd gilet tactique. Plaque de niveau 4, dit Karim. Ça arrêtera tout sauf une balle de fusil. J'ai aussi ton ancien kit. Vision nocturne. Communication. Tout le tralala. Ils se déplacèrent dans le garage de Madame Fournier, posant l'équipement sur un établi. Karim étala une carte dessinée à la main. J'ai 3 emplacements possibles où il pourrait détenir Sophie, dit-il en tapotant des poings avec un doigt calleux.
Un ancien complexe d'entrepôt près de la rivière. Beaucoup de bâtiments abandonnés. Parfait pour garder quelqu'un au calme. Le centre d'entraînement de la gendarmerie à la périphérie. Accès restreint, mais ils ont des cellules de détention. Et cette propriété d'église désaffectée qu'ils utilisent pour les exercices du PSIG. Julien étudia la carte, son esprit élaborant des approches tactiques. Quelle est ta source de renseignement? Tu te souviens de Bobby de l'unité? Il est dans la sécurité privée maintenant. Fait des contrats avec le département. Il dit qu'il y a eu une activité inhabituelle sur les 3 sites ce soir. Des voitures de patrouille qui vont et viennent. Des lumières allumées quand les bâtiments devraient être vides. Karim disposa plus de matériel, pistolet avec silencieux, chargeur supplémentaire, couteau de combat, serre-câble, tout ce dont ils auraient besoin pour une infiltration silencieuse. Mais ses mouvements étaient tendus. Inquiet, Julien, Karim fit une pause. La main sur une mallette de fusil. Ce ne sont pas des insurgés dans une grotte de montagne. Ce sont des flics, peut-être des ripoux, mais des flics quand même. Si tu y vas en force, il n'y a pas de retour en arrière. Au mieux, tu passes ta vie en prison. Au pire, ils ont déjà tué ma carrière une fois, dit Julien en vérifiant la culasse d'un pistolet. Ont essayé de détruire ma famille. Maintenant, ils ont pris ma femme. Qu'est-ce que tu ferais? Karim resta silencieux un long moment. La même chose, mais tu dois comprendre, si tu y vas, tu pourrais ne pas revenir. Julien chargea un chargeur. Les clics secs dans le silence du garage. Ce n'est pas moi qui ai besoin de revenir. C'est Sophie. Laisse-moi au moins venir avec toi. Équipe de 2 comme au bon vieux temps. Non. Julien était ferme. J'ai besoin de toi ici pour surveiller Chloé si quelque chose tourne mal. Il ne termina pas sa pensée. Karim hocha lentement la tête. D'accord, mais je supervise depuis ici. Contact radio tout le temps. Tu as besoin de renfort. Je suis à 15 minutes. Ils passèrent l'heure suivante à vérifier l'équipement et les plans. Julien allégea son gilet tactique, ne gardant que l'équipement essentiel. La vitesse et la furtivité seraient cruciales. Karim l'aida à ajuster le support de vision nocturne, à vérifier les fréquences radio, à scotcher tout ce qui pourrait faire du bruit. Bobby dit que le complexe d'entrepôt a le plus d'activité, rapporta Karim, étudiant son téléphone. 3 voitures banalisées sont arrivées dans la dernière heure. Ça pourrait être notre meilleure piste. Julien acquiesça. L'emplacement avait du sens. Isolé, multiples voies de fuite, accès facile à contrôler. Il commencerait par là, puis se déplacerait vers les autres sites si nécessaire. Quel est ton calendrier? Demanda Karim. Je vais d'abord faire une reconnaissance de l'entrepôt. Chercher des signes de Sophie. Si elle est là, j'attendrai que leur garde baisse. Probablement tôt le matin. Les frapper quand ils sont fatigués. Lent. Karim lui tendit un téléphone prépayé. Crypté. Utilise-le si tu as besoin d'appeler la cavalerie. J'ai quelques anciens contacts de l'unité en attente. Des gars qui nous doivent des faveurs. Julien rangea le téléphone, puis commença sa dernière vérification d'équipement. La routine familière le centra, repoussant l'émotion au profit d'une précision froide. Pistolet nettoyé et chargé, chargeur de rechange sécurisé, lame de couteau affûtée comme un rasoir. Chaque pièce d'équipement testée et positionnée pour un accès silencieux et efficace. Karim le regarda travailler, la reconnaissance dans les yeux. Ce n'était plus Julien, le père de famille, c'était le commandant Dubois, l'officier qui les avait menés à travers une centaine de missions dangereuses. Souviens-toi de ton entraînement, dit doucement Karim, l'esprit comme l'eau, laisse-le contourner les obstacles. Je me souviens. Julien glissa le couteau dans son étui de botte. Garde ma fille en sécurité, avec ma vie. Karim lui serra l'épaule. Bonne chasse, mon frère. Julien sortit dans l'obscurité, sentant l'air de la nuit sur son visage. Quelque part là-bas, Sophie attendait, et les hommes qui l'avaient enlevée étaient sur le point d'apprendre pourquoi les opérateurs du GIGN étaient considérés comme parmi les guerriers les plus redoutables de la planète. L'entrepôt se dressait contre le ciel nocturne. Une masse imposante de métal corrodé et de fenêtres brisées. Julien s'accroupit dans l'ombre d'un quai de chargement désaffecté, étudiant le bâtiment à travers ses lunettes de vision nocturne. 2 gardes patrouillaient le périmètre. Des itinéraires négligents et prévisibles qui témoignaient d'un excès de confiance. Ce n'étaient pas des militaires, juste des flics jouant aux soldats. Il observait depuis 3 heures maintenant, cartographiant leur schéma. Le garde de lait fumait toutes les 40 minutes. Toujours au même endroit derrière une benne à ordures. Le garde de l'Ouest était paresseux, coupant les coins de sa ronde pour vérifier son téléphone. À l'intérieur, des lumières montraient du mouvement au 2e étage. Au moins 4 autres hostiles. Probablement plus. La voix de Karim crépita dans son oreillette. Caméra de sécurité au coin nord et ouest. Je cherche des angles morts. Copier. Julien garda sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Un signe de Sophie? Mouvement dans un bureau du 2e étage. Quelqu'un attaché à une chaise. Impossible de confirmer l'identité de cet angle. La mâchoire de Julien se serra. La pensée de Sophie attachée, effrayée, lui donnait des démangeaisons de violence.
Mais il réprima l'émotion, laissant l'entraînement tactique prendre le dessus. L'émotion vous tuait, la précision vous maintenait en vie. Le garde de l'Est se dirigea vers son coin fumeur. Pile à l'heure, Julien se déplaça, une ombre parmi les ombres. Des années d'expérience en infiltration guidant chacun de ses pas silencieux. Le garde alluma sa cigarette, expirant la fumée dans l'air frais de la nuit. Il n'entendit jamais Julien approcher. Le fil de garrotte glissa autour de la gorge du garde avec une aisance pratiquée. Julien tira fort en arrière, coupant à la fois les voies respiratoires et le flux sanguin. Le garde tenta de se débattre, mais Julien l'avait bloqué en position, les bras immobilisés. 15 secondes plus tard, le corps devint flasque. Julien abaissa doucement le garde, lui attacha les mains et les pieds avec des serre-câbles et sécurisa l'arme. Un de moins, il appuya 2 fois sur sa radio. Le signal pour que Karim mette en boucle le flux de la caméra de sécurité. Tu es libre pour 2 minutes, confirma Karim. Le garde de l'Ouest approche de ta position. Julien se fondit à nouveau dans l'obscurité, contournant des conteneurs de stockage. Le second garde tourna au coin, les yeux fixés sur l'écran lumineux de son téléphone. Amateur. Julien le laissa passer, puis frappa. Le fil de piano chuchota de sa cachette dans sa manche. Un mouvement fluide et il était autour du cou du garde. Celui-ci se débattit plus fort, essayant de claquer Julien contre le mur. Mais Julien avait l'avantage et l'expérience. Il accompagna l'élan du garde, maintenant la prise d'étranglement jusqu'à ce que l'inconscience réclame une autre victime. Garde neutralisé, murmura Julien dans sa radio. Je me dirige vers le point d'infiltration. Un escalier de secours rouillé offrait un accès au 2e étage. Julien testa chaque barreau avec précaution, répartissant son poids pour éviter les bruits de fatigue du métal. La fenêtre en haut était déjà cassée. Inutile de risquer le bruit en coupant le verre. À l'intérieur de l'entrepôt, l'air était épais de poussière et de décomposition. Julien se déplaçait comme un fantôme sur des planches pourries. Des années d'entraînement guidant ses pieds pour éviter les craquements et les gémissements. Des voix venaient du couloir. 2 hommes se plaignant du service de nuit. Une télévision bourdonnait quelque part. 3 hostiles dans la salle de pause, rapporta Karim. Un de plus qui rôde dans les couloirs. Cible toujours confirmée dans le bureau nord. Julien sortit son pistolet avec silencieux, le tenant prêt alors qu'il avançait. Le garde itinérant apparut au bout du couloir, bâillant, une légère pression sur la détente, et une balle subsonique le toucha à la cuisse. Avant qu'il ne puisse crier, Julien couvrit la distance et lui enfonça un genou dans le plexus solaire. Une frappe sèche à la base du crâne, et un autre hostile était inconscient. La porte du bureau était devant. De la lumière filtrait par en dessous, ainsi que le son de quelqu'un faisant les 100 pas. Julien pressa son oreille contre le bois, écoutant attentivement. Une seule paire de pas, des marmonnements occasionnels, un seul hostile. Il tendait la main vers la poignée lorsque le murmure urgent de Karim arriva. Mouvement de la salle de pause. Un hostile se dirige vers toi. Julien se fondit dans une alcôve juste au moment où de lourdes bottes approchaient. Le garde passa à quelques centimètres, des clés cliquetant à sa ceinture. Il attrapa la poignée de la porte du bureau. Le temps ralentit. Julien pouvait le neutraliser maintenant. Mais le bruit risquait d'alerter les autres. Attendre trop longtemps et il entrerait dans le bureau, menaçant peut-être Sophie. Les points de décision se compressèrent en microsecondes. Le garde ouvrit la porte. Le cœur de Julien se serra à ce qu'il vit à l'intérieur. Sophie était assise, attachée à une chaise, le visage meurtri, mais les yeux flamboyants de défi. Elle était en vie, elle était entière. Le soulagement luttait avec la rage à la vue de ses blessures. Le garde entra dans la pièce, levant son arme. Il est temps de discuter à nouveau. Madame Dubois, Julien se tendit, prêt à frapper, mais il devait synchroniser cela parfaitement. Un mauvais mouvement et Sophie serait en danger. Ses muscles se contractèrent comme des ressorts alors qu'il se préparait à passer à l'action. Il savait ce qui allait suivre. Désarmé, neutralisé, sécurisé, comme dans une centaine d'autres missions. Mais celle-ci était différente. Celle-ci était personnelle. Chaque fibre de son être se concentra sur les prochains instants cruciaux qui détermineraient le sort de sa femme. Le garde fit un autre pas vers Sophie, l'arme pointée sur sa tête. Julien pouvait voir le tremblement dans la main de l'homme. Un autre amateur essayant de jouer les durs. Cette faiblesse serait sa perte. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent soudainement, regardant au-delà du garde vers l'embrasure de la porte. Elle avait vu l'ombre de Julien. Le garde commença à se tourner, son arme commençant à changer de cible. La prise de Julien se resserra sur son arme. Les quelques secondes suivantes détermineraient tout. Julien explosa en mouvement. Le garde eut à peine le temps d'enregistrer l'ombre derrière lui avant que la main de Julien ne se referme sur son bras armé. En une torsion sauvage, l'os craqua comme du bois sec. Le cri du garde fut étouffé par le coude de Julien. S'écrasant contre sa tempe, l'arme tomba au sol alors que le garde s'effondrait. Mais le bref bruit fut suffisant. Des cris éclatèrent dans le couloir, suivis par le son strident d'une alarme. Hostiles multiples en approche. Prévint Karim par radio.
Au moins 15 signatures thermiques convergent vers ta position. Julien sortit un couteau de sa botte et trancha les liens de Sophie. Tu peux marcher? Je peux courir? Dit-elle en se frottant les poignets. Sa lèvre fendue se courba en un sourire féroce. Fais-les payer. De lourdes bottes tonnèrent dans les escaliers. Julien renversa un bureau en métal pour se mettre à couvert, tirant Sophie derrière lui juste au moment où les premières balles perforaient l'encadrement de la porte. Il compta les éclairs des canons. 4 tireurs dans le couloir. D'autres arrivaient derrière eux. Reste basse, ordonna-t-il, puis se releva pour riposter. Son premier tir attrapa un gendarme à l'épaule, le faisant tourner sur ses compagnons. La deuxième balle brisa un extincteur sur le mur, remplissant le couloir d'une poudre blanche obscurcissante. La voix de Morel s'éleva au-dessus du chaos. Avancez, ne les laissez pas s'échapper. Julien plongea la main dans son gilet tactique et sortit une grenade assourdissante. Couvre-toi les oreilles, dit-il à Sophie. L'engin rebondit dans le couloir, suivi de cris de « grenade ». Puis le tonnerre et la foudre remplirent le monde. Des gendarmes désorientés titubèrent dans la fumée et la poudre. Julien se déplaça à travers eux comme un fantôme. Chaque tir précis et brutal. L'un prit une balle dans le genou, un autre un coude dans la gorge. Morel apparut à travers la brume, tirant sauvagement. Le tir de riposte de Julien l'attrapa à la cuisse, le faisant tomber avec un hurlement de douleur. Par ici, Julien attrapa la main de Sophie, la conduisant vers les escaliers de secours. Mais d'autres flics affluaient d'en bas, remplissant la cage d'escalier de tir. Retour. Ils se replièrent dans le bureau alors que les balles rongeaient le cadre de la porte. Julien aperçut Petit parmi les assaillants, le visage pâle de terreur. Leurs yeux se croisèrent. Petit se retourna et courut, bousculant ses collègues dans son désespoir de s'échapper. Lâche, cria quelqu'un derrière lui. Mais Julien était déjà en mouvement, utilisant le chaos à son avantage. Il sortit une grenade fumigène de son gilet et la fit rouler dans les escaliers. D'épais nuages gris s'élevèrent, fournissant une couverture. Feu dans le trou. L'avertissement d'un gendarme arriva trop tard. Julien avait déjà retiré la goupille d'une autre grenade assourdissante. Celle-ci modifiée avec de la poudre supplémentaire. L'explosion fut assourdissante dans l'espace clos, envoyant les gendarmes dévaler les escaliers dans un enchevêtrement de membres et de jurons. Sophie désigna une passerelle de maintenance enjambant le sol de l'entrepôt. Là, elle mène au bureau central. Ils sprintèrent sur le caillebotis métallique alors que des balles faisaient des étincelles sur les garde-corps. Julien s'arrêta pour tirer sur les câbles de support de la passerelle derrière eux, faisant s'effondrer une section avec plusieurs gendarmes poursuivant encore dessus. D'autres tirs éclatèrent d'en bas. Julien poussa Sophie derrière une poutre de soutien, ripostant d'une main tout en récupérant sa dernière grenade assourdissante. Il avait modifié celle-ci spécialement, enroulant la coque de ruban adhésif et de fil de pêche. Alors que des tirs pépiaient leur position, il attacha la grenade à un morceau de passerelle tombé. Quand je dis maintenant, cours vers ce bureau, dit-il à Sophie. Elle hocha la tête, les yeux durs de détermination. Julien balança le pendule improvisé, le laissant prendre de l'élan. Lorsque la ligne de gendarmes en dessous se regroupa pour une poussée, il le relâcha. La grenade assourdissante décrivit un arc dans les airs, détonnant à hauteur de tête dans une explosion tonitruante qui les dispersa. Maintenant, ils sprintèrent la dernière ligne droite alors que le chaos éclatait en dessous. Quelqu'un avait renversé un baril de solvant industriel, propageant des flammes sur le sol de l'entrepôt. La fumée commença à remplir le bâtiment alors que les munitions explosaient dans la chaleur. Ils atteignirent la porte du bureau central, chêne massif avec des charnières renforcées. À l'intérieur, ils pouvaient entendre la voix de Lefebvre. Brûler les dossiers, tout. Julien vérifia son chargeur. 3 balles restantes. Il pouvait entendre des sirènes au loin. La vraie police arriverait bientôt. Mais Lefebvre était à l'intérieur avec des preuves qui pouvaient exposer des décennies de corruption. Il ne pouvait pas le laisser les détruire. La porte était probablement piégée ou gardée. Un assaut frontal serait un suicide. Mais Julien repéra une grille d'aération au-dessus du cadre, assez grande pour y faire tomber une grenade assourdissante s'il synchronisait bien. Sophie sembla lire dans ses pensées. Elle sortit un petit miroir de sa poche, le genre que les femmes gardent dans leur sac, et le glissa sous la fente de la porte. Julien jeta un coup d'œil au reflet. Lefebvre se tenait près d'un bureau, pressant une arme contre une mallette tout en introduisant des documents dans une déchiqueteuse. 2 autres hommes s'activaient frénétiquement pour brûler des dossiers dans une poubelle en métal. Les preuves disparaissaient à la seconde. Il devait agir maintenant. Julien récupéra sa dernière grenade assourdissante, calculant les angles dans sa tête. La grille fournirait le point d'entrée parfait. Mais le timing serait crucial. Une erreur et Lefebvre pourrait tirer sur la mallette, détruisant leur meilleure chance de justice. Quelque part dans l'entrepôt en feu en dessous, Morel criait toujours de douleur. Le système de gicleur s'activa, envoyant de l'eau en cascade à travers la fumée. De la vapeur commença à remplir le niveau supérieur alors que Julien se préparait pour la brèche finale.
Il croisa le regard de Sophie. Vit la même détermination qui brûlait dans son propre cœur. Quoi qu'il arrive ensuite, ils y feraient face ensemble. Julien leva la grenade assourdissante. Prêt à mettre fin à ce combat une bonne fois pour toutes. Julien se prépara, puis défonça le couvercle de la grille d'aération d'un coup de pied. La grenade assourdissante tomba, mais avant qu'elle ne puisse détonner, la voix moqueuse de Lefebvre retentit. « Je sais que tu es là. Dubois, viens affronter ce qui t'attend comme un homme. » Julien hésita. Le doigt sur le mécanisme de déclenchement. Sophie toucha son bras et secoua la tête. Lefebvre s'attendrait à la grenade maintenant. « Ta femme veut te voir. » cria Lefebvre. « Ne la fais pas attendre. » La mâchoire de Julien se serra. Il devait changer de tactique. Gardant sa voix stable, il répondit « Ouvre la porte. » Lefebvre. « Parlons. » Voilà qui est mieux. Des clés cliquetèrent et la lourde porte s'ouvrit. La scène à l'intérieur fit bouillir le sang de Julien. Sophie était assise, attachée à une chaise, le visage meurtri, mais les yeux flamboyants de défi. Lefebvre se tenait derrière elle, pressant une arme sur sa tête. Le conseiller municipal Martin s'activait frénétiquement à une déchiqueteuse tandis qu'un autre gendarme jetait des documents dans une poubelle en feu. « Tu te prends pour un héros ?» ricana Lefebvre, son doigt se resserrant sur la détente. « Tu n'es qu'un autre bougnoul mort. Lâche ton arme. » Julien posa lentement son pistolet sur le sol. Son autre main glissant derrière son dos où son téléphone était déjà en train de diffuser. Karim avait établi la connexion. Tout ce qui se passait maintenant était diffusé en direct à des milliers de spectateurs. Le grand commandant du GIGN, continua Lefebvre, réduit à s'introduire par effraction dans une propriété privée. Que penseraient tes copains militaires? Ils se demanderaient pourquoi un adjudant de gendarmerie aide à couvrir un massacre. Répliqua Julien, sa voix portant clairement pour la diffusion. Combien de familles as-tu chassé? Lefebvre? Combien de maisons as-tu volé? Tais-toi. Lefebvre pressa plus fort le pistolet contre la tempe de Sophie. Tu ne sais rien. Je sais que ton grand-père dirigeait la milice qui a livré la famille Lévy. Je sais que toi et Martin menez cette arnaque depuis des années. Utilisant les flics pour terroriser les familles immigrées. Puis revendant leurs propriétés avec profit. Les mains de Martin se figèrent au-dessus de la déchiqueteuse. Lefebvre, fais-le taire. Mais Julien continua de parler, s'assurant que chaque mot était capturé par la diffusion. Le massacre, le vol de terre, la corruption, tout est documenté dans cette mallette. C'est pourquoi vous êtes si désespéré de la détruire, j'ai dit. Tais-toi. Le visage de Lefebvre était devenu violet de rage. C'est alors que Julien fit son mouvement. La grenade assourdissante qu'il avait gardée dans sa paume vola dans les airs, détonnant dans une explosion tonitruante de lumière et de son. Dans le chaos, Julien bondit en avant. Son premier coup fit tomber l'arme des mains stupéfaites de Lefebvre. Le second fut un coup de sauvage qui envoya l'adjudant tituber en arrière. Julien pivota, bloquant un coup de poing sauvage de l'autre gendarme et enfonçant son genou dans le plexus solaire de l'homme. Lefebvre se remit plus vite que prévu, sortant un couteau de chasse de sa botte. La lame fendit l'air là où la gorge de Julien se trouvait une seconde auparavant. Ils se tournèrent autour, deux prédateurs enfermés dans une danse mortelle. « Je vais t'éventrer comme un porc », gronda Lefebvre en se jetant en avant. Julien dévia la poussée, mais la taillade suivante de Lefebvre ouvrit une ligne de feu sur son avant-bras. L'adjudant pressa son avantage, repoussant Julien avec une rafale de coups. Mais Julien avait combattu de meilleurs hommes dans des endroits pires. Il attrapa le poignet de Lefebvre lors de la prochaine attaque, le tordant jusqu'à ce que les tendons éclatent. Le couteau tomba au sol. Avant que Lefebvre ne puisse se remettre, la tête de Julien claqua vers l'avant, écrasant le nez de l'adjudant dans une gerbe de sang. Un mouvement attira son œil. Martin attrapait un pistolet sur le bureau. Julien ramassa le couteau tombé de Lefebvre et le lança en un seul mouvement fluide. La lame s'enfonça profondément dans l'épaule du conseiller, le clouant au mur avec un cri de douleur. Lefebvre essaya de plaquer Julien par derrière. Mais des années de combat au corps à corps avaient aiguisé les instincts du vétéran. Il déplaça son poids, utilisant l'élan de Lefebvre pour le projeter visage contre le classeur en métal. Avant que l'adjudant ne puisse se remettre, Julien lui enfonça son genou dans le rein, puis enroula un bras autour de sa gorge dans une prise écrasante. Toute la ville regarde, gronda Julien à l'oreille de Lefebvre alors que l'adjudant se débattait impuissant. Il voit exactement qui tu es. Du sang coulait du nez cassé de Lefebvre alors qu'il haletait. Tu ne peux pas prouver, vérifie son téléphone, cria Sophie, ayant libéré une main de ses liens. Il diffuse tout. Les yeux de Lefebvre s'écarquillèrent de compréhension soudaine. Ses luttes devinrent désespérées, mais la prise de Julien était incassable. Le visage de l'adjudant devint violet, puis commença à se détendre alors que l'inconscience le gagnait. Julien relâcha la prise, laissant Lefebvre s'effondrer au sol. Il récupéra son arme et la pointa sur Martin, qui était toujours suspendu au mur par le couteau dans son épaule. La mallette, ordonna Julien, fais-la glisser. Vous faites une erreur.
Halta Martin. On peut trouver un arrangement. Le bruit du bois qui se brise le coupa alors que des agents fédéraux firent irruption par la porte. Armes levées. GIGN. Tout le monde à terre. Julien leva les mains, gardant ses mouvements lents et délibérés. Les preuves sont dans cette mallette, dit-il à l'agent principal, et toute l'opération a été diffusée en direct. Lefebvre gisait, saignant, sur le sol, ses mots bredouillant alors que les agents le menottaient. T'es mort, Dubois. Tu m'entends? Mort. Mais ces menaces furent noyées par le son de la justice qui arrivait enfin. Alors que Sophie enroulait ses bras autour de Julien, il pouvait entendre des hélicoptères tourner à l'extérieur, leurs projecteurs illuminant la vérité qui ne pouvait plus être enterrée. L'entrepôt était devenu une zone de guerre où la justice était rendue. Avec le corps brisé de Lefebvre et les gémissements pathétiques de Martin servant de témoignage au pouvoir du refus d'un homme de reculer. Les preuves étaient en sécurité, la corruption exposée, et le monde entier l'avait vu se produire en temps réel. Quelques jours après l'intervention dans l'entrepôt, Julien se tenait avec Sophie et Chloé devant leur télévision, regardant les nouvelles se dérouler. La lumière du matin filtrait à travers leurs fenêtres fraîchement réparées alors que des images d'hélicoptères montraient une file de gendarmes sortant de la caserne menottée. 17 gendarmes arrêtés dans le cadre du scandale de corruption qui dure depuis des décennies. Annonça le journaliste. La caméra zooma sur le visage meurtri de Lefebvre alors que des agents fédéraux le guidaient vers un véhicule en attente. Son nez était encore enflé du coup de tête de Julien. Regarde-le maintenant, dit Sophie, son bras autour des épaules de Chloé. Pas si dur sans son insigne et son arme. Les images passèrent à la sortie de garde à vue du conseiller Martin. Son costume sur mesure ne pouvait cacher le bandage qui gonflait sous son épaule là où le couteau de Julien avait frappé. Des manifestants bordaient la rue, leurs pancartes exigeant justice et responsabilité. Certains portaient des photos agrandies de la famille Lévy et de leur maison. Des visages qui avaient été cachés de l'histoire pendant trop longtemps. Les documents récupérés dans la mallette du conseiller Martin détaillent une campagne systématique d'intimidation et de spoliation de biens remontant au massacre des années 40. Continuait le journaliste. Les procureurs fédéraux parlent de l'une des plus grandes conspirations contre les droits civils jamais découvertes. Maître Hélène Lambert apparut à l'écran, entourée de journalistes sur les marches du palais de justice. Sa voix résonnait de triomphe. Aujourd'hui prouve que la justice ne peut être enterrée. Ni sous les menaces, ni sous les mensonges, ni sous des décennies de silence. La vérité trouve toujours son chemin vers la lumière. La caméra balaya la foule. Madame Fournier se tenait parmi les manifestants, tenant une photographie jaunie de son père devant la maison des Lévy avant la déportation. Des larmes coulaient sur ses joues burinées, mais elle se tenait droite. Enfin vengée, grâce aux preuves obtenues par Julien Dubois. Continua Hélène. Nous pouvons maintenant prouver que des élus locaux et des gendarmes corrompus ont activement conspiré pour chasser les familles immigrées de leur maison. Ils n'ont pas seulement couvert un massacre. Ils en ont profité pendant des générations. La scène passa à la mairie où des employés retiraient soigneusement le portrait d'un ancien maire maintenant impliqué dans la dissimulation originale. À sa place, ils accrochèrent une plaque commémorant les victimes de la famille Lévy. Le site du massacre de 1943 a été désigné monument historique. Expliqua le journaliste. Des plans sont en cours pour un jardin du souvenir et un centre communautaire. La maison de la famille Dubois, qui est devenue l'épicentre de la révélation de la conspiration, restera comme un symbole de résistance contre le racisme systémique. Julien coupa le son de la télévision alors qu'on frappait à leur porte. Sophie l'ouvrit pour trouver Karim souriant sur leur porche, tenant une énorme marmite du couscous de sa grand-mère. « Je pensais que vous auriez peut-être faim, » dit-il en entrant. Abuela a insisté pour en faire assez pour une armée. D'autres voisins arrivèrent tout au long de l'après-midi. Madame Fournier apporta sa fameuse tarte tatin. La famille Kim, du bout de la rue, portait des plateaux de bulgogi et de kimchi. Même certains des voisins blancs qui l'avaient autrefois regardé avec suspicion venaient maintenant avec des quiches et des excuses. Leur salon se remplit de voix et de rires. Les enfants jouaient dans le jardin pendant que les adultes partageaient des histoires sur le porche. L'atmosphère était différente maintenant. Plus de regards craintifs ou de chuchotements étouffés. C'était à cela que devait ressembler une communauté. Alors que le soleil commençait à se coucher, Julien se retrouva debout sur les marches de son perron, regardant la lumière dorée peindre le quartier de teintes chaudes. Sophie s'appuya contre son épaule tandis que Chloé était assise sur la rampe du porche, balançant ses jambes. « Regarde, papa », dit Chloé en désignant l'endroit où d'autres voisins remontaient leur allée avec des plats couverts. « Ils n'ont plus peur de nous, ils n'auraient jamais dû l'être. » « Ma puce, » répondit doucement Sophie. La peur est ce que ces hommes utilisaient pour contrôler les gens. Mais c'est fini maintenant. Julien regarda des familles maghrébines, blanches, latinos et asiatiques se mêler dans son jardin, partageant nourriture et conversation. Des enfants se poursuivaient sur l'herbe où il s'était autrefois battu pour sa vie.
L'endroit qui avait été destiné à les briser était plutôt devenu un symbole de guérison. Madame Fournier s'approcha, portant une photographie en noir et blanc encadrée. « Je veux que vous ayez ça, » dit-elle en la tendant à Julien. « C'est la seule photo que j'ai de la famille Lévy avant qu'ils ne les emmènent. » La photo montrait une fière famille sur les marches de leur maison. Ses membres vêtus de leurs plus beaux habits. Julien reconnut le regard déterminé dans leurs yeux. Le même défi qu'il avait vu sur les visages de sa propre famille pendant leurs moments les plus sombres. « Mon père disait que la terre sacrée ne perd jamais son pouvoir. » Continua Madame Fournier, la voix épaisse d'émotion. « C'est peut-être pour ça que vous avez atterri ici. Peut-être que ces vieilles âmes savaient que vous seriez celui qui ferait enfin éclater leur histoire au grand jour. » Chloé toucha doucement la photographie. « Ils ne peuvent plus nous effacer. N'est-ce pas, papa ?» Julien serra sa fille contre lui, sentant les bras de Sophie les envelopper tous les deux. Le soleil couchant peignait leurs longues ombres sur le porche. 3 silhouettes se tenant droites et sans peur sur une terre qui avait été reconquise par la vérité. « Plus jamais, ma puce, » murmura-t-il, sa voix portant le poids à la fois de la promesse et de la prière. « Plus jamais. » L'air du soir se remplit des sons d'enfants qui rient, d'assiettes qui tintent et de voisins qui partagent des histoires. Là où la haine avait autrefois tenté de diviser, l'amour reconstruisait lentement. Là où les mensonges avaient cherché à enterrer l'histoire, la vérité s'épanouissait maintenant comme des fleurs perçant le béton. Les Dubois se tenaient ensemble sur leur porche, regardant leur communauté guérir. Ils s'étaient battus pour plus qu'une simple maison. Ils s'étaient battus pour un foyer, dans son sens le plus profond. Un lieu où tous les peuples pouvaient se tenir dans la dignité. Où le passé était honoré. Et où la justice trouvait enfin sa voie. J'espère que cette histoire vous a plu. Veuillez la partager avec vos amis et vous abonner pour ne pas manquer la prochaine. En attendant, j'ai sélectionné pour vous 2 histoires que je pense que vous apprécierez. Passez une excellente journée.